Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Pamela Depigneux. J'ai été gérante action chez BNP Paribas pendant 15 ans. Et je vous propose d'animer cette table ronde dont le thème est: est-ce que réaliser des investissements éthiques signifie-t-il renoncer à une performance digne des marchés? Donc, vaste question. Pour cela, nous accueillons donc Frédéric Morel, qui est président de la place financière de Lyon. Donc, il se présentera lui-même. Édouard Verne, qui est directeur financier chez Groupe Aldes International. Véronique Bouscarol, qui est économe du diocèse de Lyon. Et enfin, Benoît Vesco, qui est président de l'UBAC Asset Management. Donc, pour commencer cette table ronde, donc on a la chance de pouvoir répondre à cette question en ayant à peu près tous les acteurs qui sont au cœur d'une transaction financière, à savoir la place financière, l'asset manager, l'entreprise et enfin le client. Et donc, à quel moment l'éthique et le couple rendement éthique et risque est-il au cœur de cette transaction? Donc, Frédéric Morel, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la finance verte en France? Oui, bonjour à tous. Alors, 2 mots sur Lyon Place Financière. Donc, c'est un think tank qui est composé de 300 adhérents, qui réunit en fait tout le monde de la finance et la communauté financière, qui réunit des entreprises et l'enseignement supérieur, tout ça pour réfléchir sur un fil conducteur, une raison d'être qu'on a qualifié de faire vivre la communauté financière pour une finance responsable au service là, des sociétés et du territoire. Donc vous voyez qu'on réfléchit beaucoup sur des sujets qui sont assez proches des thèmes d'aujourd'hui. Nous avons aussi une équipe de permanents et nous réalisons une 50aine de manifestations par an, dont une qui se déroulera sur l'éthique début décembre. On en parlera tout à l'heure. Alors, de quoi parle-t-on d'ailleurs quand on parle de fonds ISR? Il faut savoir qu'il y a 11 000 fonds d'investissement en France. 11 000. 4 600 milliards de fonds d'actifs gérés à travers ces 11 000. La moitié se revendique comme étant des fonds ISR. Et en fait, les fonds ISR, qu'est-ce qu'on entend par fonds ISR? Nous avons un régulateur européen qui a défini en 2021 la notion de fonds ISR et qui a classé en fait les fonds ISR suivant des articles, dont un article qui s'appelle l'article 8, qui parle des fonds pour lesquels, qui intègrent dans les investissements des critères ESG. Et puis, il y a l'article 9, qui sont des fonds qui ont un impact positif dans l'environnement et dans toute la partie ESG. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah, c'est super, mais en fait, la réalité, elle est un peu différente. C'est-à-dire que uniquement 5%, vous entendez bien, 5% des fonds sont des fonds à impact positif. Ça veut dire que 95% des fonds intègrent des données ESG dans leurs décisions d'investissement, mais n'ont pas d'autres engagements, pardon Véronique, n'ont pas d'autres engagements que d'utiliser l'ESG. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on va aussi un petit peu plus loin des fonds impact. On a eu Éric Didio tout à l'heure qui a parlé de son activité. On a aussi des fonds type ADI à Lyon, bien connus, qui sont aussi des investisseurs et des financeurs pour des artisans dont la moitié ou le tiers vivent sous les seuils de pauvreté. Donc, vous voyez que quand on parle de fonds ISR, il faut prendre beaucoup de recul pour bien comprendre la notion d'ISR. Merci. Les acteurs sont-ils prêts à renoncer à la performance financière, selon vous? Alors, quelle est la performance financière en tant que telle? En fait, le premier élément, c'est que considérer qu'il y a en fait une capacité de mesurer la performance financière d'un fonds ISR et par rapport à un fonds qui n'est pas ISR, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, des études démontrent que, pour l'instant, il n'y a pas eu d'éléments chiffrés véritablement pertinents qui permettent de dire qu'un fonds ISR est plus ou moins rentable par rapport à un fonds classique. Petit point aussi d'introduction, c'est qu'il n'y a pas d'aide fiscale à l'investissement dans un fonds ISR. Donc ça veut dire que aller dans un fonds ISR, souscrire dans un fonds ISR, c'est en fait un choix personnel.
Alors, à l'évidence, on peut comparer malgré tout les entreprises qui sont éligibles à des fonds ESR. Je pense que, et bien évidemment, il y a un sujet qu'il faut prendre en compte, qui est le capital immatériel. C'est-à-dire que dans la valorisation de la performance, aujourd'hui, on a des performances qui sont purement financières. Comment mesure-t-on le capital immatériel ? Ce capital immatériel qui contribue en fait à la vie de l'entreprise dans un horizon long terme, qui prend en compte l'environnement, qui prend le social, qui prend la gouvernance, qui est reconnu, qui fait qu'une entreprise est attractive pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour les jeunes, qui facilite l'embauche. Tout ça, comment on le mesure ? Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, si ce n'est que, quitte à réveiller un peu, arrive un sujet qui est la CSRD, qui est en fait l'extra-financier, et la mesure de l'extra-financier qui va s'imposer à beaucoup d'entreprises. C'est une norme qui va être contraignante, qui va faire l'objet aussi d'une certification de la part des auditeurs et des commissaires aux comptes, et qui va définir en fait toute la contribution d'une entreprise sur les domaines ESG entre risques et opportunités. C'est fastidieux. Je crois qu'il y a 1200 critères qui ont été mis en place. Ça va être lourd, ça va s'imposer à un grand nombre d'entreprises et on va encore se dire à quoi ça sert. Et le à quoi ça sert, c'est de donner une grille de lecture et enfin d'avoir quelque chose qui permet de matérialiser ce qu'on peut appeler l'extra-financier ou le capital immatériel. Certes, ce n'est pas parfait, c'est un règlement européen, mais ça permettra de donner de l'objectivité à ce qu'on qualifie comme étant du capital immatériel. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce capital immatériel, il ne se valorise pas en tant que tel, encore par les méthodes de valorisation classiques, type EBE, EBITDA, etc., etc. Et là, on va avoir de la matière pour pouvoir éventuellement donner de l'objectivité à une valorisation de l'immatériel. Et une valeur d'entreprise, ça va être le couple financier, extra-financier. Donc, quand on regardera la performance boursière d'une entreprise, ce sera également la performance extra-financière et également le calcul de l'impact de l'entreprise sur le bien commun et sur l'environnement. Oui, on va avoir de la data et on va surtout avoir de la data qui va permettre des comparaisons sur des choses un peu uniques, même elles sont un peu subjectives et immatérielles. Et je crois que mettre de l'objectivité sur de l'immatériel, ouais, ça mérite d'être tenté parce que c'est fondamental. Très bien. Alors, vous l'avez dit, 95% des fonds ISR représentent finalement un peu ce que l'on appelle le greenwashing. Donc, dans cette offre immense, comment s'y retrouver selon vous ? Alors, le greenwashing, c'est pire que ça. Hein. Il y a 75... les trois quarts des épargnants qui considèrent qu'un fonds ISR, c'est du greenwashing. C'est du marketing, plus exactement. Donc, ça veut dire que derrière, l'épargnant, lui, a besoin d'être entre guillemets, non pas éduqué, mais informé, parce que son éducation, il la fera lui-même, mais informé sur ce que c'est qu'un fonds ISR. Il faut savoir aussi que un épargnant, 15% des épargnants n'ont jamais été abordés par les banques et autres pour faire de fonds ISR. 15 à 20%, et j'arrêterai là avec les chiffres, 15 à 20% des épargnants détiennent un investissement dans l'ISR. Donc vous voyez, le chemin à parcourir, il est absolument énorme, et heureusement, effectivement, c'est pour ça que moi je pousse là-dessus, il faut véritablement rationaliser tout ça. Rationaliser tout ça pour donner du sens et pour que l'épargnant voit de manière très claire ce que c'est qu'un fonds ISR et comment ça fonctionne. Merci Frédéric. Donc Édouard Verne, je vous laisse vous présenter rapidement. Merci Pamela. Donc là, je suis directeur financier du groupe Aldes, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une très belle ETI familiale, qui va fêter ses 100 ans dans 2 ans, et qui est un des leaders européens mondiaux de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur. Alors, je ne vais pas asséner beaucoup de chiffres non plus, mais la qualité de l'air intérieur, en quelques mots, on respire 12 000 litres d'air par jour, et les enfants en respirent beaucoup plus. Et l'air à l'intérieur d'un bâtiment est 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Et le fait de filtrer, de ventiler
l'air intérieur permet de réduire de 90% certains polluants comme les particules fines, etc. Et donc Aldès innove depuis 100 ans dans ce domaine-là pour nous proposer une meilleure qualité de l'air. Et donc Aldès, c'est 2000 personnes, un peu moins de la moitié en France, dont le siège est à Vénissieux, et un peu partout en Europe et au Canada, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Chine. Voilà, pour Aldès. Donc, votre objet social est finalement assez éthique, puisque c'est le bien-être dans les lieux publics et privés. Mais plus particulièrement, quelles sont les problématiques auxquelles les entreprises telles qu'Aldès sont confrontées aujourd'hui en matière de finances durables? Déjà, ça a été évoqué, il y a toute la CSRD, donc tout un corpus normatif qui arrive et qui va s'imposer progressivement aux entreprises. Donc, dès l'année prochaine, les grandes entreprises devront reporter sur des indicateurs extra-financiers et les entreprises de taille moyenne, comme Aldès, vont devoir reporter en 2026 sur tout ce qui aura été, toutes les opérations de 2025. Donc, des reportings sur l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect gouvernance, avec en ce moment des débats sur la matérialité. Est-ce qu'on est sur une simple matérialité? Est-ce qu'on évalue uniquement ce que en quoi l'environnement impacte la rentabilité ou la performance financière de l'entreprise, ou aujourd'hui, CF tous les débats avec Emmanuel Faber, en quoi l'entreprise impacte toute sa chaîne de valeur et son environnement. Ça, c'est assez normatif. Pour aller au-delà, il y a une première réponse avant la CSRD, qui est chez Aldès, mais qui est bien sûr pas que chez Aldès, c'est la RSE. Moi qui je suis arrivé il y a 1 an, j'étais depuis 7 ans à l'étranger dans un grand groupe automobile. Je suis arrivé chez Aldès, donc, et très rapidement, je me suis aperçu que tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise chez Aldès, c'est pas quelque chose qui vient se greffer. On nous demande, nous, managers, au quotidien, de porter ça et que ça vienne éclairer nos décisions. Donc ça peut faire un peu cliché, mais c'est quelque chose qui est porté. Je n'ai pas cité Aldès et la famille Lacroix, la 3e génération de la famille avec Stanislas Lacroix à sa tête. C'est quelque chose sur lequel il revient extrêmement souvent. Ça doit nous porter. Au-delà de ça, il y a des mesures très concrètes avec une politique qui s'appelle Aldès Impact, qui tourne autour de 4 axes et qui sont, il n'y a pas de... On n'invente pas la roue, c'est tout ce qui est aspect social, donc le taux de féminisation des emplois, le taux d'accident du travail. Ça va être tout ce qui est modèle durable, avec en ce moment, par exemple, on a passé tous nos emballages carton, ils sont 100% recyclables. On essaie d'enlever tout le plastique dans nos emballages. Il y a tout ce qui est action vers les territoires et l'industrie. Donc, Aldès est membre fondateur d'Émergence, qui accompagne les chefs d'entreprise et participe aux petites cantines, etc. Et enfin, un dernier point qui, aujourd'hui, me paraît assez complexe à aborder, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, notamment la décarbonation. Pourquoi est-ce que c'est pas simple? Parce qu'aujourd'hui, dans des choix, alors là, je vais être très terre à terre, dans des choix au quotidien d'investissement, les choix qui vont nous amener vers la décarbonation ne sont pas neutres. On a décidé il y a quelques mois d'investir 3 millions d'euros à peu près au Danemark pour passer notre usine qui avait un chauffage au gaz sur un chauffage raccordement au chauffage urbain, qui est bien moins consommateur d'énergie, mais accepter d'investir 3 millions d'euros dans une ETI qui est dans un environnement contraint, notamment en ce moment, je ne vous fais pas un dessin sur les marchés de la construction du BTP, ça veut dire ne pas investir ailleurs. Et ça peut être tout bête, mais il y a des usines dont le toit est troué et où la pluie va tomber sur certains collaborateurs. Alors, je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Ça, c'est un premier point de difficulté. Le deuxième, il va être lié à toutes les problématiques qu'Aldès peut vivre et qui sont tout à fait normales depuis qu'Aldès a acheté une société qui s'appelle Aereco, il y a 1 an, qui faisait à peu près un peu plus d'un quart de son chiffre d'affaires. Et lors de cette acquisition, il y a eu des financements en dette bancaire, en dette privée, en obligations. Et donc l'entrée d'investisseurs, entre autres, qui restent minoritaires, mais qui, via le pool bancaire aussi, impose à la fois des objectifs dits covenant purement financiers, et ça n'a rien d'extraordinaire, et des objectifs extra-financiers. Ces objectifs extra-financiers, ils vont rejoindre
Aldes Impact sur le taux de féminisation des emplois, et là c'est le et sur les objectifs de décarbonation. Et ces objectifs de décarbonation, ils couvrent les scopes, ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est-à-dire ce qui est lié de façon directe ou indirecte à Aldes, avec des objectifs ambitieux, mais où Aldes a la main pour agir au quotidien. Par exemple, en investissant au Danemark sur une source d'énergie beaucoup moins carbonée. Et le scope 3, qui lui n'est pas lié uniquement à Aldes en tant que tel, mais à tout l'écosystème et à toute la chaîne de valeur d'Aldes, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone du fait de fabriquer un ventilateur ou une pompe à chaleur. À savoir, on va acheter peut-être de l'acier en Chine, acheter des moteurs en Suède, etc., etc. Puis ensuite, on va livrer nos clients. Et là-dessus, les objectifs sont ambitieux. Mais aujourd'hui, déjà, je pense qu'il n'y a pas un consensus chez nos partenaires financiers sur la manière d'y arriver. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas agir seul. Et quand on dit essayer d'atteindre nos objectifs Scope 3, ça veut dire embarquer nos fournisseurs, aller voir jusqu'à la fin de vie de nos produits qu'est-ce qu'en font nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces réponses, mais rien n'est fait et rien n'est immédiat. Un dernier exemple, quand on dit on veut réutiliser des matériaux, on pourrait essayer de réutiliser, par exemple, les lavabos que l'on peut récupérer dans des bâtiments qui vont être détruits. Mais ces lavabos ont peut-être été construits il y a 30 ans, avec des matériaux aujourd'hui toxiques. Et puis, il faut trouver une entreprise, parce qu'il va falloir laver les matériaux eux-mêmes pour qu'ils soient réutilisés, etc. Tous ces exemples pour dire que la démarche, elle est ancrée chez Aldes, y compris sur le fait d'embarquer un écosystème, mais les réponses apportées au quotidien aujourd'hui, elles sont loin d'être simples. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on met beaucoup d'énergie dessus, on a beaucoup d'énergie et je pense qu'Aldes est vraiment embarqué dans cette démarche. Mais pour être très pragmatique, au quotidien, rien ne se fait en claquement de doigts. Merci. En tant que directeur financier, lorsque vous devez faire un investissement, est-ce que vous regardez donc ce que ça va vous rapporter et ce que l'éthique peut vous coûter? Et est-ce que pour l'éthique, pour le bien commun, vous êtes prêt à rogner vos performances? Alors, en tant que directeur financier, dans une entreprise avec un actionnariat, et donc je ne vais pas décider dans mon coin, avant je peux éclairer une décision avec ma vision des choses. Bien évidemment, on regarde l'aspect financier. Je vais pas. Aujourd'hui, moi qui viens d'un groupe automobile où c'est un investissement, le retour devait être en moins de 2 ans et à plus de 200%. Et c'était point barre. On regarde pas autre chose. Avec un coût du capital intégré qui est passé de 12 à 17%. Enfin, pour pas rentrer dans les détails, il y avait énormément d'investissements qu'on pouvait pas faire à l'aune de ces critères. Chez Aldes, c'est un peu différent. On regarde l'aspect financier. Mais déjà, cet investissement doit se placer dans une stratégie globale, parce que c'est à force d'un actionnariat familial stable, il y a une vision assez moyen-long terme. Et aujourd'hui, ces investissements, c'est des discussions que j'ai avec la directrice RSE, c'est comment faire pour entre 2 investissements, un qui va être peut-être plus coûteux, mais qui va à terme peut-être générer des gains en tonnes de CO2, pourrait être priorisé par rapport à un investissement qui va être rentable de façon beaucoup plus court terme, mais qui n'aura pas trop d'impact sur les gaz à effet de serre, pour être très clair. Et là, on essaie de fixer des règles. Je sais qu'il y a des sociétés, y compris à Lyon, qui soit pénalisent ou priorisent ou avantagent les investissements avec certains critères, soit créent, c'est une réflexion qu'on a, un fonds carbone, c'est-à-dire, on va dire, pour chaque investissement qu'on fait qui n'a pas forcément d'impact favorable sur l'environnement, on en prend une part qu'on met dans une sorte de budget, d'enveloppe qui viendra financer des projets, vertueux sur l'aspect carbone. Très bien. Vous avez cité Emmanuel Faber avec Danone et l'entreprise à mission. Considérez-vous que le groupe Aldes est une entreprise à mission et pourquoi? Alors aujourd'hui, Aldes ne l'est pas formellement, même si je sais que c'est quelque chose qui est dans les discussions, et Stanislas Lacroix a ça peut-être pour objectif à moyen terme. Ce que je peux vous dire, c'est que des partenaires financiers qui ont revu en profondeur nos démarches RSE nous ont dit clairement, vous pourrez être entreprise à mission. Vous cochez beaucoup de cases. Après, ça veut dire aussi d'autres contraintes. Et bon, là, de toute façon, c'est un choix collectif et c'est un choix de l'actionnaire, hein, très clairement. Merci, Édouard. Véronique Bouscarol, donc économe du diocèse de Lyon.
Je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis économe du diocèse. Alors l'économe du diocèse, c'est un terme un petit peu abscon. Dans le monde civil ou le monde de l'entreprise, c'est le directeur général adjoint ou directeur général délégué qui est en charge des questions administratives, économiques et financières. Je suis dans ces fonctions depuis bientôt 5 ans, dans quelques semaines. Et je viens du monde de l'entreprise puisque j'étais également DAF d'un groupe qui pouvait se considérer également à mission, qui était le groupe Boiron. Merci Véronique. Donc, pour reprendre une phrase qu'on a entendue tout à l'heure, en tant que client des asset managers, vous posez-vous cette question qui est qu'est-ce que l'investissement apporte et non rapporte? Et donc, en tant que cliente des asset managers, qu'entendez-vous par ISR, éthique, et comment faites-vous ce choix d'investissement? Alors, déjà, peut-être pour replacer la position d'un diocèse en tant qu'investisseur, nos fonds ne viennent pas de nulle part. Ce sont des fonds qui proviennent soit de dons, soit de legs, donc ils ont un passé. Et l'économe a pour objectif de pérenniser l'action du diocèse et de faire en sorte que cette action, qui par essence est une action qui va dans le sens du bien commun, enfin en tout cas je l'espère, que cette action puisse se poursuivre. Donc ça, c'est l'objectif premier. On est confronté, comme toutes les associations, à une baisse en valeur et en pourcentage du nombre de dons. J'ai lu il y a quelques jours qu'au premier semestre 2022, le pourcentage des dons en France avait diminué de 10%, ce qui est significatif, même très significatif. Donc, les placements financiers que nous faisons doivent venir en quelque sorte compenser plus ou moins ces baisses de revenus, je dirais, qui étaient les revenus naturels des diocèses. Alors, comment nous pesons-nous la question de ISR ou pas ISR ? Je dirais qu'il y a quelques années, on se la posait peu, ou si ce n'est de façon opportuniste. C'est-à-dire que on nous présentait, quand je dis on, en général, c'était des conseils financiers. Nous nous appuyons sur un conseil financier et nous appuyons sur une commission financière. Je ne suis en aucune façon toute seule pour prendre des décisions. Et ces conseils ou commissions nous apportaient, nous présentaient des fonds. Ils étaient ISR, ESG, oui ou non. Voilà. Donc, je dirais que c'était une vision plutôt opportuniste. Aujourd'hui, nous avons plutôt une vision systématique. Je pense qu'on a évolué comme beaucoup. On a évolué en ce sens que on se dit que finalement, la performance financière d'un fonds, qu'il soit ISR ou non ISR, à moyen terme, c'est sensiblement comparable. En tout cas, dans les domaines que nous regardons. La question est de savoir qu'est-ce que l'on appelle ISR. Et je sais que c'est très lourd pour les entreprises, mais cette question du diagnostic de la notion d'ISR me semble très important parce que jusqu'à présent, finalement, il s'agit de répondre à des questionnaires et on répond plus ou moins comme on veut. Enfin, je me souviens d'avoir été interrogée en ce sens par des analystes ISR ou ESG. Ça se faisait au téléphone et je remplissais des croix sur un tableur Excel. Ça s'est peut-être amélioré depuis, mais je trouvais que, en tout cas, il y a 5 ans, c'était quand même assez léger. Donc, l'investissement ISR, oui, ou ESG, c'est également être acteur auprès des gérants ou acteur auprès des banques. C'est-à-dire que j'ai un exemple en tête où nous étions très intéressés par un fonds, mais il n'était pas labellisé ni labellisable ISR. Et nous avons discuté avec le gérant pour faire en sorte que sa composition puisse évoluer pour devenir ISR. Donc, il a fait des choix, il a sorti certaines valeurs de son fonds, ce qui nous a permis d'investir
en confiance. La question aussi, c'est qu'un fonds évolue et les actions rentrent et sortent. Aujourd'hui, ce fonds nous convient. Il sera labellisé ISR, mais ISR ne veut pas dire non plus DSE, ce qui était un autre sujet. Aujourd'hui, en France, il y a une quinzaine de fonds qui peuvent être considérés comme étant DSE. Et entre les... Tu as dit 11 000 fonds 11 000 fonds ISR et les 15 DSE, voilà, il y a quand même... DSE, pardon, Doctrine sociale de l'Église, excusez-moi, j'utilise les acronymes. Entre les 15 000 ISR et les 11 000 ISR et les 15 Doctrines sociales de l'Église, il y a une marche, et nous, ça ne nous laisse pas beaucoup de choix. Il me semblerait important, mais on en a parlé, je crois, au tout début de la matinée, que les investisseurs provenant du milieu catholique, au sens très large, puissent se réunir pour faire plus facilement pression auprès des gérants et auprès des fonds. Et donc, vous devenez client à mission, finalement. Et s'il existe un jour un label de client à mission, en effet, je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler là-dessus, à travailler sans doute avec les conférences épiscopales. Et il me semble important de sensibiliser notre gouvernance, qui est un peu particulière. En entreprise, le président, en général, est très au fait de son bilan, est très au fait de la gestion financière de son entreprise. Nos évêques le sont un peu moins parce que leur formation ne leur a pas permis de rentrer dans ces réflexions. Et travaillez-vous justement sur ce devoir d'influence pour que les fondations s'agrègent ensemble et puissent avoir du poids face aux asset managers et faire passer des messages ou non? Alors, il y a eu quelques tentatives, notamment au niveau de la Conférence des évêques de France, avec un fonds éthique qui a été créé il y a quelques années, notamment à l'initiative de plusieurs économes, dont Amaury de Wavrin qui était par là, je crois. Très concrètement, on n'est pas allé plus avant. On n'est pas allé plus avant parce qu'en fait, c'est un peu lié à la gouvernance de l'Église. Chaque diocèse est totalement indépendant des autres. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une politique générale de gestion des diocèses. J'avoue que je le regrette. Donc, peut-être à créer. Donc, pour conclure, éthique ou rendement, est-ce que c'est un couple ou bien est-ce que vous pouvez favoriser l'un ou l'autre? Alors, jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, ce n'était pas un couple. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'est. Et je pense que l'on peut investir éthique sans dégrader significativement le rendement. Très bien, merci Véronique. Et donc, on va laisser la parole à Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management. Bonjour à tous. Donc oui, je suis président de Delubac Asset Management, qui est une société de gestion d'actifs, donc de portefeuille, de fonds, filiale de la banque Delubac, une banque française et familiale, et qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Quelques points communs avec Aldes. Merci Benoît. Réaliser des investissements éthiques signifie-t-il renoncer à une performance digne des marchés? Oui, alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Bertrand Badré qui rappelait un peu les principes de la théorie financière. On parle de couple risque-rendement, qui est un peu l'optimisation de ce couple, qui est un peu l'objectif ultime du gérant financier et qui prône la diversification. Donc c'est vrai que quand on prend ces principes-là, on se dit si je veux investir en éthique, ça veut dire que je vais naturellement réduire mon univers d'investissement, peut-être exclure des entreprises ou des secteurs d'activité, les sous-pondérer, donc je serai moins diversifié. Donc si on raisonne comme ça sur ces principes-là à court terme, ça veut dire que j'ai moins de potentiel de performance. Et on a vu dans les comportements des marchés financiers, quand on prend l'histoire récente, ces 4 dernières années, 2020-2021, c'est une surperformance des produits ISR, ESG,
parce que la composition fait qu'il favorise des thématiques qui sont prônées par les investisseurs à ce moment-là, dans la conjoncture à ce moment-là. 22-23, on est plutôt sur des secteurs qui ont le vent en poupe, c'est l'énergie, la défense, c'est la sous-performance. Et donc on a des investisseurs qui disent à un moment donné, l'ESG, l'ISR, ça marche. Et puis 2 ans plus tard, non, je vais me retirer de ces produits-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est toute la difficulté de nos métiers où on va raisonner à court terme, alors que quand on investit sur ces marchés financiers, il faut être capable de prendre un peu de recul, de prendre un cahier des charges et de se donner un peu de temps sur la gestion de ces produits-là. Et quand on reprend les principes de la DSE, qui sont, à mon sens, universels, c'est de dire, voilà, je regarde les entreprises et comment elles prennent en compte l'ensemble des parties prenantes, clients, fournisseurs, comment elles prennent en compte leurs impacts, l'environnement et le social. Est-ce qu'elles ont une gouvernance transparente qui explique un peu où est-ce qu'elles vont et comment elles s'organisent? Tous ces principes-là sont des principes qui sont porteurs de valeur et qui donnent logiquement à moyen terme le potentiel de la performance et de la durée sur le long terme. Ce qui va être totalement à l'inverse d'entreprises qui ne tiendraient pas compte de ces enjeux-là. Donc on a une compatibilité, à mon sens, totalement logique de la performance à long terme avec ces principes extra-financiers. Mais toute la difficulté, quand on gère, quand on fait ce métier-là, c'est qu'on gère des produits qui sont valorisés tous les jours, à court terme, dont on regarde la performance tous les jours. Et donc, il faut aussi expliquer à nos clients qui sont des investisseurs tout ce qu'on fait dans ces cahiers des charges-là et tout ce qu'on prend en compte qui n'est pas que le court terme. Et c'est cette difficulté-là. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire, pour embarquer un peu avec nous sur ces cahiers des charges. C'est typiquement partager la gouvernance de nos produits, pour embarquer des investisseurs, des experts, réfléchir ensemble sur la manière dont on regarde les entreprises, comment on va regarder ces critères. Je crois que c'était Jean-Baptiste François qui le disait dans son introduction. On a une batterie d'indicateurs maintenant, très bien, c'est un langage commun. Si on s'arrête à cette batterie d'indicateurs-là, en fait, on n'a pas fait le travail. On a peut-être fait 10% du travail. Donc il faut être capable ensuite de réfléchir constamment à ces sujets, et pas seul, parce que le gérant financier, il aura ses biais, avec les investisseurs, avec des experts, partager la gouvernance de nos produits, nous challenger quand c'est nécessaire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'engager sur des bonnes pratiques de long terme et dégager de la performance, évidemment. Et puis ensuite, ne pas s'arrêter au reporting financier qui existe et qui doit exister, et qui a évidemment le travers du court terme, et puis de détailler toute la performance de manière ultra précise, mais en amener aussi des biais trop limités, de rajouter par exemple des rapports d'impact, alors qui n'auront pas la même fréquence, évidemment, parce qu'une entreprise qui décrit son impact, elle ne le décrit pas au moins le mois. Il faut un petit peu de temps. On le voyait tout à l'heure, ne serait-ce que sur les données CSRD, ça va prendre du temps. Et donc, pouvoir ensuite décrire ce que font les entreprises qui sont en portefeuille, comment elles le font, sachant qu'il n'y aura pas de pratique parfaite, mais pour comprendre quelle est la teneur du portefeuille financier dans lequel on est investi. C'est tout ce travail-là qu'on doit faire au fil du temps. Merci. En tant qu'asset manager, donc, vous établissez des portefeuilles et pour le choix des valeurs, ce qu'on appelle le stock picking, vous êtes obligé donc de filtrer sur des données financières, mais également extra-financières. Quels sont ces filtres extra-financiers pour sortir les entreprises qui finalement pourront, de par leur vertu, avoir des résultats meilleurs que les autres? Alors, il y a les filtres très classiques et très normés qui existent maintenant, et qui vont nous permettre en reprenant des notations d'entreprise, on a vu la valeur des notations tout à l'heure avec Véronique, qui ont ses limites, en reprenant les notations, en limitant l'univers par le biais de ces notations-là, on a fait ce premier travail réglementaire et normé. Mais encore une fois, ce travail-là, il a le mérite d'exister, mais il est très limité, il ne suffit pas. Et donc ensuite, il va falloir aller voir plus en amont de manière qualitative comment travaillent les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner comme autre élément supplémentaire, quantitatif bien sûr, mais qualitatif aussi, qui vont nous permettre d'aller plus loin sur les entreprises qu'on va sélectionner ensuite. Donc ça nécessite aussi un dialogue régulier avec les entreprises, des rencontres, pour pouvoir bien appréhender ce qui est fait au sein de ces entreprises-là. Et un vote aux AG pour représenter vos clients. Oui, alors qui
qui est souvent une étape, une simple étape, hein, ou un aboutissement parfois d'une discussion qui a eu lieu auparavant, mais qui ne peut pas s'arrêter. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va voter sur 30% de nos valeurs, etc., qu'on aura fait notre travail. Hein. C'est encore le même principe qu'avec les notes ESG. C'est très bien de les avoir, mais tout passe par aussi du dialogue, de l'engagement, que l'entreprise comprenne qu'on est à ses côtés en tant qu'investisseur, mais qu'on est à ses côtés avec un regard complet de l'entreprise et pas uniquement purement financier. Merci. Donc, on parle de performance financière. La performance extra-financière, finalement, elle est calculée par l'impact du portefeuille. Et aujourd'hui, êtes-vous à même de calculer l'impact de vos fonds ? Alors, on arrive à avoir des rapports d'impact, alors qui sont des fréquences plutôt annuelles, hein, au mieux semestrielles, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis, de toute façon, je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans des travers de court-termisme. Donc, on arrive à avoir des rapports d'impact qui quantifient et qui qualifient ce qu'est notre portefeuille et ce que font les entreprises. Dire que c'est une performance, c'est un peu compliqué parce que c'est plutôt une compréhension de la valeur du portefeuille et de la valeur des entreprises qui sont à l'intérieur du portefeuille et de la manière dont elles travaillent. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être un petit peu aussi dissocier les deux, mais encore une fois, une performance à long terme de ce type de portefeuille-là, à mon sens, elle ne peut qu'être bonne. La difficulté, c'est qu'elle est plutôt à long terme qu'à court terme. Et si on la veut à court terme, on va sûrement réduire la logique de ce travail-là et le tordre pour en perdre la valeur. Donc, on a une discordance de l'horizon temps entre la performance financière et la performance extra-financière. C'est toute la difficulté dans un monde où les entreprises cotées, qui est notre univers d'investissement de base, doivent reporter de manière très régulière, où nous-mêmes donnons des chiffres tous les jours, alors qu'on travaille sur du moyen long terme. Donc, comment réconcilier ça? C'est par le dialogue avec les investisseurs, les embarquer sur la construction du portefeuille et leur faire comprendre ce qu'on fait, qui nous challenge aussi autant qu'ils veulent, y apporter un regard extérieur quand c'est nécessaire, et ne serait-ce que pour nous aider à discerner quels sont les bons vecteurs d'investissement, hein, parce qu'on peut avoir des bonnes idées et se dire, tiens, mais ces sujets-là nous intéressent, hein, tous ces sujets de transition énergétique dont on a parlé tout à l'heure sont passionnants et on estime que ce sont des vecteurs de croissance pour les années à venir, mais est-ce qu'on fait les bons discernements sur les bons acteurs? Ça passe aussi par des experts externes qui nous challengent. Et c'est tout ce travail-là qu'on doit mener. Alors, vous pouvez peut-être nous donner un exemple, mais vous avez créé des fonds dédiés dans lesquels vous rétrocédez une partie de vos frais de gestion à des fondations et enfin, des fonds divers. En ce sens, êtes-vous un asset manager à mission? Alors oui, on fait aussi ce travail-là qui est une autre manière de rajouter de la cohérence à tous ces portefeuilles-là. Et ça répond peut-être à une question tout à l'heure dans l'assistance, c'est-à-dire qu'on y rajoute une dose de partage, et là c'est important de le savoir, c'est que c'est la société de gestion qui fait l'effort. L'investisseur a toute la performance. C'est-à-dire que c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est des investisseurs engagés, mais on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Éric Didiot qui en parlait tout à l'heure, sur l'exigence de performance d'un diocèse ou d'une congrégation, et qui est légitime. Il y a des retraites en face, il y a des besoins en face qu'il faut servir. Et donc là, on a bien cette notion de partage qu'on met en place, mais c'est la société de gestion qui fait l'effort, et qui est un effort généralement assez important, parce que c'est généralement 50% des frais de gestion, évidemment sans les augmenter, sinon ça n'aurait aucune logique. Et donc, il y a bien cet engagement du gérant financier, de dire, mais voilà, je vais jusqu'au bout de la démarche, et on va y rajouter comme ça, alors là, un impact concret du portefeuille financier, puisqu'il va soutenir une fondation, une association, qui, elle, agit sur le terrain, et en leur donnant des moyens supplémentaires. Bravo. Donc, donner et l'on vous donnera, donner et l'on vous confiera pourrait être votre petite phrase marketing. Je la note. Donc, nous sommes tous des personnes engagées à mission. Bravo, merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, compte tenu de ce que vous avez dit de la performance financière qui est toujours calculée à court terme. Donc, du coup, quel est le sens de cette performance ?
Et est-ce qu'on ne peut pas, je rêve peut-être, imaginer que cette performance, que ce soit cette performance à court terme qui soit un peu détruite ou recalculée différemment, puisque finalement elle n'est pas en adéquation avec la performance à long terme qui va refléter la valeur extra-financière. Donc est-ce que c'est pas aussi du côté du calcul, très basiquement, de la performance financière à court terme qu'il y aurait des choses à faire pour que cet effet de dichotomie cesse? Ouais, alors, c'est pas simple parce qu'on est dans un monde de court terme, et pas que dans la finance. Et donc, on réagit tous généralement à chaud sur des informations très courtes et sur lesquelles on prend souvent peu de recul. Donc, oui, ce serait souhaitable quand on crée un portefeuille dont on dit dès le départ qu'il aura un horizon de placement à 5 ans. C'est vrai qu'on peut se poser la question, même quand on est sur les marchés cotés, pourquoi on publie tous les jours la performance. Mais voilà, mais c'est la règle et c'est l'exigence réglementaire. Donc, on ne peut pas s'y soumettre, on ne peut pas s'en extraire. Il faut bien le faire. Après, il y a quand même des critères extra-financiers qui évoluent dans le temps, qui peuvent se relier à ce terme de performance. Je me méfie un peu de ce terme de performance extra-financière, mais il y a bien des indicateurs qui montrent comment évolue le portefeuille sur ces sujets-là et comment les entreprises qu'il compose évoluent dans le temps. Donc ça permet d'avoir d'autres éléments et de s'y raccrocher. Mais ils ne sont pas court terme, je suis d'accord. C'est toute la difficulté. Et rajouter des notions de court terme dans l'extra-financier va être un peu contradictoire. Donc il y a vraiment un travail toujours d'explication, d'éducation et d'information à côté de cette performance court terme qu'on diffuse de toute façon. Je voudrais ajouter aussi que lorsqu'on est un investisseur institutionnel comme un diocèse, je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que les assureurs, les mutuelles sont dans le même cadre. En fait, on ne réfléchit que très rarement au court terme. On est plutôt sur du moyen terme, c'est-à-dire plutôt du 5 ans, voire du long terme, et on est au-delà de 10 ans. Donc, ces notions extra-financières ou ces notions de valorisation revues en fonction de ces critères-là me paraissent tout à fait intégrables et compréhensibles par, en tout cas, ce type-là d'investisseurs. En tant que financier, il n'y a rien de plus dangereux que de raisonner à court terme et de prendre des décisions hâtives sur de très court terme. C'est pas parce que, alors moi je me souviens d'un événement, le Brexit, c'est pas parce qu'il y a Brexit ou non Brexit qu'il faut tout de suite vendre toutes ces valeurs. Voilà, il y a rien de plus dangereux en bourse que de faire ça. Et en tant que directeur financier d'une ETI, moi je vois 2 temps. Il y a le temps long de la stratégie de l'entreprise qui doit amener l'entreprise dans un certain contexte à horizon 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de l'air, mais c'est une lame de fond qui nous arrive avec des normes sur les taux de polluants dans les établissements recevant du public, à commencer par les crèches, les collèges, les écoles, les lycées, et qui dans 2 ans vont imposer un certain taux de polluants maximum. Et si on les dépasse, il faudra filtrer l'air. Ça, ce sont des investissements long terme, c'est une approche marché. Après, pour être très honnête, depuis l'acquisition d'Aereco, donc cette société il y a 1 an, avec l'entrée d'investisseurs, il y a des covenants financiers qui nous définissent des objectifs tous les 6 mois de ce qu'on appelle un ratio de levier, donc un certain résultat sur un taux d'endettement net. Et ça, c'est une vision assez court terme qui met une pression sur l'entreprise. En ce moment, le marché du BTP se retourne, donc il y a beaucoup de problématiques à gérer. Ces ratios ont été définis il y a 1 an, sans prendre ce contexte. Là, on est sur une pression court terme. Il faut pour autant pas se déconnecter du plan stratégique et essayer de prendre des mesures qui vont répondre à ces problématiques court terme, tout en gardant le cap sur le long terme. Les covenants extra-financiers, eux, ont le mérite pour le coup d'être plus long terme, avec un objectif à terme, en l'occurrence 2030, et avec des objectifs intermédiaires tous les ans. Mais si un objectif une année n'est pas atteint, il peut être reporté sur le reste des années. Donc, mais il y a vraiment 2 temps. Mais en effet, il ne faut pas que les aspects court terme, qui sont ceux de nos partenaires financiers, qu'on peut comprendre aussi, nous fassent changer de stratégie, changer de cap. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, bonjour.
Je voulais vous poser une question concernant l'engagement actionnarial. C'est-à-dire, quand vous choisissez d'investir dans une société, donc au moment de l'Assemblée, enfin, vous devez avoir une politique de vote qui est bien définie. Si vous choisissez ces sociétés, si vous êtes labellisé ISR, d'accord. Donc vous allez essayer d'engager une discussion avec la masse société. Et est-ce que les sociétés de gestion, étant donné qu'au moment où il y a les assemblées générales, il y a un certain nombre de sociétés à passer en revue, d'entreprises dans lesquelles vous avez investi les fonds de vos investisseurs, en gros. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, je vous pose la question parce que ça m'a un petit peu interloqué quand vous avez dit, on peut pas. C'est un dialogue qui doit être quand même assez régulier, récurrent pendant l'année, avec des méthodes d'auditables. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, je vois quand un fonds a investi dans la société Orpea, on n'avait pas vu le risque. C'était quelque chose qui était normalement... il y avait le label, ils avaient tous les bons certificats. Et par derrière, en fait, il y a eu une problématique très forte. Donc, et ça veut dire, c'est peut-être un manque, en fait, je veux dire, d'obtenir des preuves, un petit peu quelque chose de la réalité pour éviter, comme on dit, le green bashing, pour éviter l'ISR bashing, y compris sur les éléments de gouvernance d'une entreprise. Donc, comment vous faites pour bien vous assurer qu'effectivement, ces critères soient respectés, notamment et par rapport par exemple, des critères de gouvernance, vous avez une certaine impulsion qui sont bien définis, bien normés. Comment vous imposez un petit peu à l'entreprise, voilà, comment ça se justifie, comment vous avez la preuve en matière. Alors dans le dialogue actionnarial, déjà, souvent aussi, on travaille par coalition, c'est-à-dire qu'on n'y va pas tout seul, une seule société de gestion, notre poids relatif nous serait sûrement un peu limité pour faire bouger les choses, mais les entreprises sont de plus en plus habituées, ce dialogue il s'est beaucoup développé, et sont de plus en plus habituées à répondre à ce genre de questions-là. Après, est-ce qu'on a à tout moment des preuves? C'est très difficile, parce qu'on voit bien que quand il y a une fraude comptable, par exemple, le commissaire aux comptes, il a bien validé les comptes avant. Donc, le gérant financier, il est encore un peu plus loin. Ça devient très compliqué. Donc, il y a bien ce dialogue et qui est de plus en plus facile avec les sociétés. Et on y va souvent à plusieurs. Je pense qu'il ne sera jamais parfait. Il faut être humble là-dessus. Et on n'aura jamais les preuves parfaites parce qu'on n'aura pas la capacité. Là, je pense dans ces cas-là, il faudrait aller sur place, voir ce qui se passe exactement et auditer établissement par établissement. On n'a pas les moyens et puis on n'a même pas les compétences, il faut être honnête. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours des limites dans ces sujets-là. Si en face, on nous donne des éléments qui sont faux et qui ne sont pas validés, on aura du mal à les vérifier. Mais il y a quand même un dialogue qui s'installe depuis plusieurs années et qui est de plus en plus normalisé et classique et que les entreprises comprennent et auxquelles elles répondent. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine d'années. C'était beaucoup plus compliqué d'arriver en disant « Tiens, j'ai quelques questions, est-ce qu'on pourrait en parler ensemble ?» Donc ça se fait de plus en plus. C'est pas parfait et ça évitera pas des cas extrêmes où ce qu'on vous raconte est peut-être pas la réalité. Ça, c'est aussi la limite de ce sujet-là.